Alors on va démarrer tout de suite avec notre ami Lamine Guérassi. Lamine est un ami, c'est le fils spirituel d'un grand monsieur des médias de Guinée qui s'appelle Yamoussa Sidibé. Un véritable frère, quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, qui a écrit de nombreux ouvrages. Yamoussa Sidibé, vous pouvez retrouver facilement sur Internet les ouvrages de Yamoussa. Lamine Guérassi, il est fondateur d'un groupe important, le groupe Afado Média, on y reviendra, qui gère actuellement une dizaine de radios et 2 chaînes de télévision en Guinée. On continue avec le Maroc, c'est Younes Boumedi. Younes Boumedi, c'est le CIO d'une radio, d'un réseau radio. Oh, où tu veux, on est en famille. Hein. Un réseau radio, Hit Radio, qui est très connu, qui est développé dans une dizaine de pays en Afrique. C'est aujourd'hui la radio numéro 1 au Maroc sur les critères de jeunes et de CSP+, qui comptent pour les médias. Bienvenue à toi, chez toi, Younes. On reçoit ensuite Cécile Mégy, qui a été directrice de RFI et qui est aujourd'hui à France Média Monde sur une mission transversale, puisqu'elle s'occupe de stratégie et de coopération éditoriale transversale. Donc bienvenue aussi chez toi. On va parler brièvement de France Média Monde. France Média Monde, tout le monde connaît, c'est à la fois France 24 qui émet en 4 langues et qui a touché en 2023 255 millions de spectateurs. Ensuite, RFI a rejoint également France Média Monde, ce consortium de l'audiovisuel extérieur français, des médias audiovisuels extérieurs français. Donc RFI, tout le monde connaît, je crois que c'est en 16 langues toujours. Et c'est diffusé un petit peu partout dans le monde avec des relais FM. On a quitté à RFI les ondes courtes depuis quelques années. Non, il y a encore des ondes courtes. Oui, mais enfin, au niveau de l'auditoire. Mais effectivement, on a maintenu quelques émetteurs. Ensuite, France Média Monde, il y a une arabe. Et Radio Monte Carlo Doualia, dont j'ai eu le privilège de m'occuper du développement quelques années d'ailleurs, qui fait un travail remarquable, qui est une radio historique, qui a su s'ouvrir aussi dans des zones de conflit, hein, puisque notamment pendant la guerre en Irak, on a ouvert un relais à Bagdad et dans d'autres villes importantes d'Irak. Et également l'organisme de coopération CFI, donc qui est maintenant dans le giron de France Média Monde, qui est également par ailleurs partenaire du consortium TV5 Monde. Et enfin, on reçoit Roger Roberts. Alors Roger Roberts, c'est vraiment le monsieur coopération francophone. Roger, bienvenue chez toi également. Roger Roberts, il est représentant ici du CIRTEF, du Conseil international des radios et télévisions d'expression française. J'ai eu l'occasion de travailler quelques années avec les collègues donc du Nord et du Sud sur cet organisme de coopération qui est particulièrement importante. On aura l'occasion d'y revenir. Francophonie et globalisation. Alors, la francophonie, c'est un combat dans beaucoup de zones francophones. Mais il faut savoir qu'on a quand même plus de 300 millions de locuteurs. On est la 5e langue parlée sur le globe. Et si on reste sur les tendances actuelles, ce qui, on le verra, est loin d'être acquis, eh bien, on pourrait devenir en 2050 la première langue parlée à travers le monde avec plus de 700 millions de locuteurs. Donc il y a un enjeu important, c'est pas de préserver l'existant, c'est de continuer à développer la francophonie, malgré le contexte de la poussée d'un certain nombre de langues, et bien évidemment la poussée de l'anglais. Mais on aura l'occasion aussi d'évoquer la cohabitation entre la langue française et, notamment en Afrique, les langues nationales, qui sont nombreuses. Hein. Je prends par exemple l'exemple du Cameroun. On a plus de 200 langues nationales qui sont pratiquées quotidiennement au Cameroun par les Camerounaises et les Camerounais. Et donc, de ce point de vue, je tiens à en profiter pour rendre un hommage important. C'est un monsieur qui était présenté comme le doyen, notamment qui a eu des responsabilités au CIRTEF, qui s'appelle Amadou Bamoulké. C'était le directeur général de la CRTV, la radio-télévision publique camerounaise. Ce monsieur, c'était le monsieur propre de l'audiovisuel, pas seulement africain, mais du Nord et du Sud. C'était un modèle d'exemple de développement. Et il faut croire qu'il a peut-être pas forcément donné pour certains le meilleur exemple, puisqu'il est emprisonné illégalement, encore aujourd'hui, dans la prison de Yaoundé depuis 8 ans, bientôt. Il faut savoir, j'en terminerai là-dessus, qu'on a obtenu une résolution de l'ONU faisant injonction au gouvernement camerounais de libérer ce grand monsieur, qui est biculturel et qui parle plusieurs langues également, qui a 74 ans
et qui est en train de mourir en prison, détenu de manière illégale. Et Reporters sans frontières, comme beaucoup d'organisations internationales, une pétition signée dans 42 pays, nous aide à faire en sorte que ce monsieur soit libéré et puisse enfin servir à nouveau son pays. Voilà, je voulais juste me permettre cet hommage particulier. Ensuite, on va aborder le thème de la francophonie sous deux angles bien classiques. Hein. C'est la question de la langue, mais la francophonie, c'est davantage. C'est le combat sur la diversité culturelle. La francophonie, elle porte des valeurs. Donc, on abordera ce deuxième point par la suite dans notre débat. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit quelle est la place de la langue française par rapport à la poussée, on le sait bien, de l'anglais, mais aussi par rapport à la cohabitation. Je préfère parler de cohabitation que de concurrence, avec les nombreuses et les milliers de langues nationales qui sont pratiquées notamment en Afrique, et également la poussée de la langue arabe. Donc on peut peut-être commencer par toi sur la situation en Guinée, mais tu connais bien la situation aussi dans toute la région. Cette cohabitation de la langue française par rapport à la poussée de l'anglais et par rapport à la cohabitation avec ces langues nationales, comment est-ce que vous la vivez dans votre groupe de radio? Merci beaucoup. On la vit mitigée, j'ai envie de dire, dans le sens que tout simplement, quand je prends le cas d'Espace, la radio qu'on a lancée en premier, c'est la première radio du groupe Adafo Média, c'était une radio 100% française. Quand je dis 100%, je parle de la langue évidemment. On émettait 100% en langue française et puis à un moment, on s'est dit pourquoi pas ne pas développer une deuxième radio qui est Suite FM Guinée, cette fois-ci thématique, un peu musicale. Et puis avec le temps, on s'est dit mais pourquoi ne pas s'intéresser un petit peu à ces femmes qui ne comprennent pas forcément français, d'où l'idée de Calac Radio. Et avec le temps, on a compris très vite que il y avait, est-ce qu'on peut dire un délaissement, gros point d'interrogation, mais il y a des heures où forcément, même ceux qui ne comprennent pas français nous écoutaient, mais nous, il fallait voir dans quel contexte aller toucher aussi cette autre couche, évidemment, d'où l'idée de lancer La Guinée Fait, qui est une télé 100% langue nationale. Pour nous, c'était important parce que quand on regarde aujourd'hui la manière peut-être de comprendre l'actualité ou tout ce qui se passe à travers le monde, je pense que France Média Monde a compris ça très vite avec le lancement, entre autres, des radios thématiques en Pulaar, en Mandinka, entre autres. Et nous, de notre côté, évidemment, quand vous prenez un petit peu ces langues-là, le Pulaar du Sénégal, par exemple, ce n'est pas le même Pulaar qu'on parle du côté de la Guinée. Donc, comment il fallait surfer pour voir dans quel contexte on parle de la globalisation, évidemment. Comment faire pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent avoir une meilleure compréhension de ce que nous diffusons comme information, comme contenu. Et pour nous, c'était super important. Et là, je disais tout à l'heure en off, l'année dernière, en avril, on a eu l'idée avec Canal de lancer une chaîne 100% locale, 100% langue nationale, pardon. Et tout de suite, le succès était là. Au rendez-vous, au bout de 2 mois, on a vu tout de suite la portée et surtout l'importance. On s'est dit, mais pourquoi on n'a pas commencé par ça finalement, à la fin du compte? Parce que c'est vrai que quand vous prenez la Guinée dans l'ensemble, on va pas dire, allez, 60% ne comprennent pas forcément français. D'où l'importance de se dire, et si on avait pensé à mettre des émissions en langue nationale à l'antenne à l'époque, parce que quand on est venu, on se dit, bon, on s'intéresse plus à la classe, à la haute classe, voilà, ceux qui comprennent français. Malheureusement, à un moment, il y a une catégorisation, c'est comme si les vrais gens, comme j'aime à le dire à chaque fois, se disaient eh ben, nous, ça ne nous intéresse pas parce que vous ne vous intéressez pas à nous. Évidemment, au niveau de la télé, on a rectifié un petit peu le tir par rapport à ça parce que les éditions en langue nationale, les éditions d'information, évidemment, on la faisait. Pour nous, c'était super important de toucher cette population que nous servons tous les jours. Et voilà, maintenant, quand vous prenez aujourd'hui la francophonie, est-ce que l'anglais est en train de pousser un petit peu sur les ondes en Guinée, parce que c'est la Guinée évidemment dont je peux parler.
Je dirais non, dans le sens que tout simplement, on a moins d'émissions en langue anglaise à l'antenne. La Sierra Leone est juste à côté. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que on puisse accentuer vraiment, je vais dire, notre portée au niveau des populations qui nous écoutent? Quelle solution, justement? Je pose des questions sans réponse, mais avec l'expérience de la Guinée-Fé, j'ai envie de dire, si on continue dans ce sens-là, à mettre chaque langue dans un contexte où vraiment il y a une compréhension de ceux qui nous écoutent tous les jours. Donc c'est un peu ça. Juste une question avant de passer à Cécile. En fait, là, tu parles des radios nationales qui rayonnent avec leur réseau, mais s'agissant des radios communautaires, les petites radios qui se multiplient en Guinée, d'ailleurs, ça a été un bel exemple de développement des radios sur la région. Comment est gérée cette question de dualité entre les langues nationales et la langue française? En gros, est-ce que les radios communautaires ont tendance à continuer à garder un noyau important en français, mais en ayant quelques émissions dans les langues nationales? Oui, évidemment. Non. Ça se voit sur le terrain aujourd'hui. C'est même un petit peu devenu à la mode, parce que même les radios comme nous, par exemple, l'Espace, qui n'avaient pas du tout, je vais dire, un temps d'antenne en langue à l'antenne, à un moment, on y pense, parce que je viens de dire tout à l'heure, nous, pour rectifier un petit peu la tire, on s'est dit, à la télé, il faudrait quand même qu'on ait des cages carrément qui vont, pourquoi pas, des magazines en langue, mais aussi des éditions d'information, parce que on voit un intéressement. On voit évidemment ces gens-là qui nous écoutent tous les jours à dire, vous ne vous intéressez pas à nous. Comment faire pour les intéresser à ceux qui nous écoutent tous les jours? Il faudrait les expliquer dans leur langue maternelle pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de ce que nous diffusions en français. Et pour nous, quand on prend en tout cas l'expérience de la Guinée-Fé, j'ai envie de dire que dans les années à venir, c'est beaucoup plus dans ce sens qu'il faudrait aller. D'accord, merci pour cette précision. Cécile, s'agissant de la stratégie de France Média Monde sur RFI et Radio Monte Carlo Doualiya qui travaille en langue arabe sur de plus en plus de territoires, vous gérez donc l'antenne sur 16 langues, donc de ce point de vue, vous objectivez le fait que travailler sur la francophonie, c'est porter des valeurs et pas seulement défendre une seule langue. Est-ce que tu peux nous expliciter cette stratégie? Alors, Lamine en a donné quelques clés de la stratégie de France Média Monde, effectivement, et ce que tu dis, Alain, est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on ne considère pas le français comme la langue de conquête de l'ensemble de notre auditoire. C'est pas ça le sujet. On est effectivement un média de service public, c'est très important, français, à l'international. Et à ce titre-là, la langue française est la langue commune, ne serait-ce que de travail, dans l'ensemble du groupe France Média Monde, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya. L'ensemble des collaborateurs parle le français et c'est la langue d'échange majeure. Et puis en interne, on chasse les anglicismes. On dit numérique, on ne dit pas digital et on dit service invité et pas booking, par exemple. Et on a des petites boîtes à euros quand on fait trop d'anglicisme. Ça, c'est en interne. En externe aussi, évidemment. Sur les antennes, quand on parle français, on parle français. Et on ne parle pas un français matiné de anglicisme à tout va. Ça, c'est une nécessité. C'est une nécessité à notre sens de service public. Maintenant, à l'international et hors du territoire français, bien sûr, la stratégie, c'est la francophonie dans le multilinguisme. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. L'OIF a aussi cette philosophie-là, c'est-à-dire que les valeurs qui sous-tendent cette langue française, qui portent des valeurs de partage, de diversité, de liberté, et c'est important, tu faisais référence à ce confrère emprisonné au Cameroun, la langue française, c'est aussi la langue de la liberté de la presse. C'est une langue qui, aujourd'hui, est censurée dans certains pays, et en Afrique singulièrement, mais pas seulement, en Russie aussi, mais en Afrique, pour les médias de France Média Monde, les antennes en français sont coupées au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est de la censure parce qu'on véhicule une information en langue française. Donc cette langue, elle est porteuse de tout ça. Et elle est porteuse de tout ça quand elle voisine aussi avec les autres langues. Et sur les territoires d'Afrique francophone qui représentent aujourd'hui à peu près 54% des audiences de France Média Monde, effectivement, et pour RFI, on a cette stratégie depuis maintenant le début des années 2000 de diffusion dans des langues régionales aussi, en partenariat avec le français, en quelque sorte. C'est-à-dire que nos antennes
on procède par décrochage. Le tronc commun de l'antenne, c'est le français, et par décrochage, on a, dans l'ordre d'apparition en scène depuis le début des années 2000, le Haoussa pour la zone Nigeria, Nord-Cameroun, le Swahili pour la zone Afrique de l'Est, de Nairobi, de la Tanzanie même, à l'Afrique des Grands Lacs, et depuis 2015 maintenant, le mandinkan et le fulfulde, le poulard, mandinkan, bambara, enfin il n'y a que 2 langues mais qui s'appellent de plein de noms, et il y a l'enjeu d'être compris dans toute la zone, ça c'est essentiel pour nous aussi, qui voisine avec la langue française et les antennes françaises de RFI. Là, on fait un travail effectivement d'échange entre les langues. Et pour reprendre ce que disait Lamine tout à l'heure aussi, on l'a vu apparaître sur les études d'audience de RFI. Dans la zone sahélienne, à peu près 70% des personnes visées écoute RFI dans l'une ou l'autre des langues, le mandinkan ou le fulfulde. Ça, ce sont nos études qui en attestent. Mais surtout, le profil de notre auditoire a changé grâce à la diffusion d'informations. On fait de l'info sur RFI, je ne l'ai pas en l'occurrence, de l'info et du magazine à l'image de ce qu'est RFI, une radio généraliste. Le profil de notre auditoire a changé par rapport au français, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus féminin. Et ça, c'était un enjeu majeur de féminiser notre audience. Les femmes ont accès à l'information à travers ces programmes dans la langue qu'elles parlent au quotidien, plus facilement que le français, même si la compréhension du français existe, mais voilà, les enjeux de l'information sont mieux compris dans la langue qu'elles parlent au quotidien, et c'est bien normal. Et les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, certes, un horizon de 750 millions de locuteurs français en 2005, 750 millions 2050. En 2050, voilà. Si les modèles d'éducation permettent d'avoir accès au français. Les générations les plus jeunes de la zone sahélienne n'ont pas forcément accès à l'école de façon aussi facile que dans d'autres régions, y compris d'Afrique subsaharienne. Et dans ce cas-là, la francophonie décroît, et donc en parlant à ces populations plus jeunes, à ces jeunes, leur langue de naissance, leur langue maternelle, on arrive à leur donner accès aussi à l'information. Je dis parlant, mais c'est aussi sur tous les environnements numériques. Enfin voilà, tout ça est décliné aussi sous d'autres formats. Donc notre enjeu de la francophonie et de la globalisation, on le traite en faisant du français et d'autres langues. Voilà. J'ai pris plus longuement l'exemple de l'Afrique pour répondre aussi et être en écho à ce que fait Lamine, mais c'est valable en cambodgien, c'est valable dans d'autres régions du monde, en espagnol et en Amérique latine, de façon très importante. Merci beaucoup Cécile. Je veux revenir sur le tout début de ton intervention. Un point essentiel, c'était la responsabilité donc, des chaînes de radio. Quand on s'exprime en français, on parle français. Et de ce point de vue, il y a un exemple de nos amis canadiens, le service public de CBC Radio-Canada. Il y a CBC en anglais et Radio-Canada en français. Et en fait, il y a un médiateur de la langue à Radio-Canada qui vérifie 2 choses. D'abord, qu'on évite les anglicismes et qu'on parle que français sur l'antenne de Radio-Canada, mais qui se permet aussi de vérifier le bon usage de langue française, pas seulement pour les producteurs ou les journalistes, mais aussi pour les invités. Ce qui fait que s'il y a une ministre qui vient s'exprimer sur l'antenne de Radio-Canada qui fait une faute de français, elle va recevoir une lettre du médiateur ou de la médiatrice pour lui dire, voilà, vous êtes intervenu tel jour à telle heure, vous avez fait cette faute de français, je me permets de vous signaler que, etc. Et reprendre, y compris les invités, pas seulement les producteurs et les journalistes. On va se retourner vers l'expérience je me souviens plus de ton prénom en fait, Younes, excuse-moi. Younes, sur Hit Radio, une expérience intéressante parce que quelque part, c'est à la fois, Hit Radio, c'est à la fois en France, Radio France et France Média Monde, RFI et Radio Monte Carlo Doualiya, parce que en tant que chaîne privée, réseau privé, vous êtes présent, encore une fois, leader sur le Maroc, mais aussi sur une dizaine de marchés africains. Donc, est-ce que tu peux revenir à peu près sur les mêmes thèmes avec cet angle d'Afrique du Nord ? Tout à fait, ouais. Hit Radio a été créé en 2006 au Maroc et s'est déployé depuis 2012 en dizaines de pays du continent, avec un usage de la langue au Maroc, pour revenir là-dessus, moins stressant que les Canadiens. On utilise le français ou la darija, la langue maternelle, l'arabe dialectal marocain, dans les discussions, dans les rapports. Il n'y a pas cette rigidité.
naturellement. Mais on aborde, parce que je crois qu'on a des valeurs communes avec l'ensemble de la francophonie, de partage, de respect des langues locales. Et à Hit Radio, on essaie de développer aussi la présence de langues locales. Au Maroc, on en a plusieurs. Il y a la Mazir, le berbère, il y a le hassani aussi dans le sud. On a une deuxième radio dans le sud qui s'appelle Radio Azawan, qui couvre l'Agadir et tout le Sahara, où on utilise de plus en plus la Mazir, le hassani, en même temps que le français, que la dalija ou l'arabe. Et le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, est confronté à des vagues, en tout cas, d'anglais, c'est vrai, sur le digital notamment, mais dans les médias aussi, d'arabe classique. L'arabe du Moyen-Orient versus l'arabe dialectal qui est parlé au Maroc. Donc on est sur cette compétition aussi entre des langues de multilinguisme, que représente aussi la francophonie, face à la globalisation avec de l'anglais ou de l'arabe. Et Hit Radio essaye de représenter ses auditeurs dans tous les pays où nous sommes et parler les langues qu'ils les utilisent. Donc quand on a des auditeurs ou des auditrices qui nous appellent, ils peuvent utiliser la langue qu'ils veulent, tant qu'on la comprend. On n'est pas aussi rigide que Radio-Canada avec ses règles. Et c'est ce qui fait, je crois, le succès de Hit Radio. Au Maroc, on a 3,5 millions d'auditeurs par jour. Et on est probablement leader en top 3 dans tous les pays où nous sommes sur le continent. Alors, quand même, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à RFI et Monte Carlo Doualiya, vous êtes positionné davantage sur une programmation musicale. Donc, de ce point de vue, est-ce que vous mettez en avant, est-ce que vous avez une politique, ne serait-ce que cela, pour mettre en avant les artistes francophones ou pas du tout? Oui, on est, par exemple, au Burkina, c'est un pays francophone, on va mettre en avant les artistes locaux, plus qu'on arrive à faire, mais je pense un peu comme RFI, avec RFI Talent, qui fait un travail formidable. On va identifier des artistes locaux qui vont pouvoir être diffusés dans la région, voire au nord. On est aussi présent en Belgique avec Hit Radio, et on essaie de promouvoir des artistes locaux à l'international. On met un focus sur les artistes, et on croit beaucoup à ce travail des radios. C'est à part servir le public, c'est aussi donner un coup de projecteur sur les formidables talents locaux, et pas uniquement localement, c'est aussi les propulser à l'international. Et c'est ce qui manque. On a besoin de figures du Sud qui représentent la francophonie, qui soient projetées à l'international. C'est l'objet du prix découverte RFI, par exemple, mais qui existe depuis... Vous n'étiez pas né, Younes. je connais le prix RFI. Toi non plus, Cécile. Moi non plus. mais le continent et les artistes méritent, bien sûr, de multiplier ces initiatives à l'infini. On a besoin que la francophonie soit aussi incarnée par le Sud. On a eu beaucoup l'habitude qu'elle soit incarnée essentiellement par France Média Monde, avec cet aspect un peu condescendant qu'on pouvait ressentir. Donc c'était des fois mal pris dans le Sud. Il y a un rejet du français dans beaucoup de pays. Dans le Sahel où nous sommes présents, il est notable, avec aussi de moins en moins de contenu francophone sur les télévisions, sur les radios qui sont captés dans la région. Donc il y a vraiment un enjeu particulier parce que en face, c'est de la politique. On essaye de tuer la francophonie ou le français pour mettre de l'anglais ou d'autres langues ou des langues locales. Après, peut-être c'est se mentir même, j'ai envie de dire, parce que moi, je prends par exemple le cas du Niger ou du Burkina Faso. Les passeports, c'est pas écrit en bambara, hein, je veux dire, c'est en français. Oui, voilà. Dans beaucoup de pays du continent, la langue officielle publique, c'est le français. Ouais. C'est la langue... Oui. Oui, effectivement, on parle bien de langue officielle, c'est le statut donc reconnu. Au Maroc, c'est pas le cas. Les langues officielles, c'est l'arabe classique et la mazir. Donc on a une position un peu différente que beaucoup de pays subsahariens ou même du Sahel, où la langue officielle, la langue de travail, la langue parlée couramment, en tout cas par l'administration, c'est le français. Face à des multiples langues locales qui avaient été un petit peu oubliées et qui sont remis au goût du jour. Au Maroc, on fait la promotion au jeu de la mazir. C'est récent, ça a été inscrit dans la Constitution en 2011, qui reconnaît la diversité marocaine. Et on fait un travail pour permettre aux populations qui le souhaitent d'apprendre la mazir, le berbère local. Mais tout en respectant le multilinguisme. Juste un témoignage très bref par rapport à la poussée de la demande en langue anglaise et en arabe classique. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les jeunes qui sont vraiment les plus demandeurs sur l'anglais et les populations plus âgées sur l'arabe classique? Oui, je crois que... tout à fait, oui. Les jeunes sont plus anglophiles et anglophones que leurs aînés. Il faut dire aussi que c'est le contenu qui est proposé, qui est majoritairement anglophone ou arabophone pour la région Maghreb et Sahel,
Mais il y a une très très forte demande de contenu francophone, qui est ignorée, qui n'est pas adressée aujourd'hui. Quand on regarde les études au Maroc en particulier, on a 7,5 millions de foyers au Maroc, hein, c'est comme ça qu'on les découpe. Les études nous montrent que plus d'1,5 million de ces foyers demandent davantage de français, qui disparaît de nos télévisions publiques nationales. Au Maghreb, il y a de moins en moins de contenu francophone sur les télévisions publiques. Et le marché de la télévision au Maghreb est seulement dominé par les télévisions publiques pour l'instant. Plus au sud, la donne est un peu différente. Mais en tout cas, au Maroc, il y a de moins en moins de contenu accessible en français. Et il y a beaucoup de pays étrangers qui produisent du contenu, notamment en arabe, pour les populations au Maroc, pour les cibles marocaines ou algériennes ou tunisiennes. Oui, la situation est comparable dans les autres pays du Maghreb. On va passer à Roger, donc on va aborder le volet diversité culturelle, parce que là, encore une fois, ce sont les valeurs portées essentiellement par la francophonie, mais pas seulement. Et de ce point de vue, on a le Conseil international des radios et télévisions d'expression française, qui a créé une grosse dynamique jusqu'à la fin des années 2010, en tout cas, de coopération avec les médias publics francophones. Et de ce point de vue, peut-être nous parler brièvement du CIRTEF, et nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui, mais aussi de ton expérience, puisque tu as été très, très impliqué dans cette organisation, ce qu'ont apporté toutes les rencontres qu'il y a pu y avoir, notamment entre les dirigeants de l'audiovisuel public francophone du Nord et du Sud. Oui, merci. Donc, pour bien vous expliquer la complexité dans laquelle nous sommes passés donc d'un CIRTEF, Conseil international des radios-télévisions d'expression française, à Conseil international des radios-télévisions francophones. C'est majeur pour nous, parce que je pense que dans pas mal d'endroits aujourd'hui, on sent monter quelque part une problématique, et il est essentiel pour le CIRTEF d'essayer de distinguer la France d'un côté et la francophonie de l'autre. Et je pense que le CIRTEF, depuis le début, porte quelque part ce message de diversité et d'accès à la diversité. Je vais vous donner un petit exemple qui est un exemple belge, mais qui dit jusqu'à quel point il faut y aller dans cette diversité. Lors de la pandémie Covid, l'État belge a communiqué dans les 3 langues nationales, à savoir le néerlandais, le français et l'allemand. Vous vous rendez compte qu'à Bruxelles, on parle plus d'une centaine de langues. Nous avons donc, quelque part, l'État belge a ignoré toute une série de populations, dont des populations africaines. On aurait pu utiliser du Wolof, du Bambara, du Swahili et autres pour communiquer. Vous voyez jusqu'où il faut aller. Je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous avons des outils, quelque part, qui permettent, avec le français, d'être un vecteur vers la diversité, vers et remontant. Et je pense que c'est le message que le CIRTEF porte au travers de ce que nous faisons. Donc, pour le moment, nous testons une plateforme de partage de contenu sur des événements africains importants. Nous l'avons mise en place pour le Massa en avril dernier. Nous venons de le faire pour les Vodun Days au Bénin. Et la prochaine opération est le FESPACO, toujours avec l'idée, quelque part, de partage dans la diversité. Je crois que c'est un message que le CIRTEF porte depuis près de 50 ans. Merci Roger, je sais que tu es bien impliqué depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on va prendre juste une ou deux questions dans la salle, parce qu'on va être pris par le temps si vous avez des questions ou des remarques, hein. Il est venu avec son fan club alors. Bien évidemment. Alors moi, la question que je me pose, c'est à Madame Cécile, c'est comment se fait la production de l'information dans les langues locales. Quand on sait en Guinée, par exemple, que pour passer l'information en langue locale, je vois des journalistes qui ont un papier écrit en français, mais qui traduisent ça automatiquement à l'antenne. Donc, comment se fait la production de l'information dans ce cas? On parle des rédactions de RFI. Hein. Oui, on parle des rédactions de RFI. Alors, les rédactions de RFI, ce que je n'ai pas dit, parce que ça, c'est très important, c'est une logique de proximité avec les auditoires dans ces langues-là. Donc, les rédactions de RFI qui parlent mandinkan, fulfulde, haoussa ou swahili, elles sont sur le continent africain. Celles en mandinkan et fulfulde sont à Dakar. Elles travaillent ensemble, les deux rédactions, dans les deux langues, et elles ont des correspondants dans l'ensemble de la sous-région, y compris à Conakry, bien évidemment, et dans d'autres villes même de province en Guinée et dans les autres pays de la région. L'information est produite directement dans la langue. Elle n'est pas produite en français pour être traduite à l'antenne.
Ça, c'est une chose essentielle. J'en ai pas parlé parce que j'avais déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais le travail de linguistique qui a été fait autour de la pratique du mandinkan, par exemple, je prends le mandinkan, les journalistes ont travaillé pour produire une information en mandinkan compréhensible par l'ensemble de la région. Donc, on a fait un travail de linguiste avec des linguistes, dont c'est le métier, d'université, y compris de Conakry, pour essayer de trouver le niveau de langue et les formulations qui sont les plus adaptées à une compréhension dans la zone la plus large possible. Et ça, c'est reconnu par ces gens-là qui considèrent que le mandinkan qui est parlé sur l'antenne de RFI, alors il y a peut-être des endroits où on comprend moins bien, mais par exemple, j'ai cet exemple en tête, le mot drone qui n'existe pas dans la langue mandinkan originelle et historique, bien évidemment, mais qui aujourd'hui fait quand même beaucoup partie de l'actualité, a été traduit par les équipes et avec validation des linguistes par grosse mouche. Ce qui permet, dans la langue mandinkan, de comprendre de quoi on parle. Et je pense que ça, c'est un vrai travail qui a été fait et qui est essentiel. Donc, la proximité, elle est à la fois dans la langue qui est parlée, dans le lieu où on produit l'information, et directement dans cette langue. On reconnaît cette langue comme une langue de production d'information. Et on n'est pas obligé de passer par le français. Il n'y a pas à Paris une info il y a des échanges, bien évidemment, mais l'info n'est pas traduite du français qui est donné sur RFI Afrique. Ça, soyez-en sûrs. Voilà. Il y a une info et un partage d'informations, et les journalistes mandinkan et fulfulde et nos correspondants en mandinkan et fulfulde sont porteurs d'infos vers la rédaction parisienne, en français. Apporteurs d'infos, même. Peut-être la petite remarque que je voulais faire, c'est que quelque part, il y a un divorce, c'est impossible en fait, parce que l'information n'est pas écrite en langue locale, elle est écrite en français. Non, chez nous, elle est écrite en langue locale. Okay. Vous pouvez avoir le script des journaux en mandinkan ou en fulfulde. Et ça a été essentiel dès la création de ces rédactions. C'est la même chose en swahili, évidemment. On commence pas par l'anglais pour mettre du swahili ou par le français pour faire du swahili. On crée l'info, on produit l'info en swahili. Merci. Si vous permettez juste, je veux relever une chose importante, c'est qu'en ayant des rédactions dédiées dans les langues vernaculaires, lorsque il y a la rédaction que ce soit de RFI ou d'autres radios internationales en swahili produit une information qu'elle fait remonter, on est vraiment là, vraiment sur une chose importante, c'est la coopération sud-nord. Et au CIRTEF, on a eu pendant des années de cesse de préciser qu'on ne parlait pas de coopération nord-sud, on parlait vraiment de coopération sud-nord et nord-sud. Donc de ce point de vue aussi, c'est important, les langues doivent s'enrichir mutuellement. Et s'agissant de la question pour le français comme pour les autres langues, des nouveaux mots qui peuvent apparaître, ceux qui ont trouvé la solution les premiers, ce sont les Inuits. Ils ont une langue qui s'appelle l'Inuktitut. Et eux, à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, ils n'inventent pas un nouveau mot. Ils vont, comme ça a été dit là, ils vont le décrire, ce qui fait que la plupart des nouveaux mots en Inuktitut aujourd'hui peuvent avoir jusqu'à 40 caractères, ce qui est assez amusant. Une autre question ? Si vous voulez vous présenter, oui. C'est que Cécile dira que c'est toujours le fans club. Ah là, la mine. Je suis Badé Mabari, journaliste. La Guinée est souvent bien représentée depuis le salon de la radio. Ah ben c'est bien, c'est une bonne chose. Je disais donc, je suis Badé Mabari, journaliste et animateur au groupe Adafo Média. Et j'ai deux questions. J'en ai une pour Younes et une autre pour Cécile. Si vous me le permettez, je vais les dire toutes ensemble. Pour Younes, je poserai la question de savoir, vu que Hit Radio est une radio musicale, est-ce que l'application de l'utilisation de la langue locale ou nationale se fait qu'à travers la musique, c'est-à-dire qu'une musique chantée en français ne sera pas diffusée, ou est-ce que vous le faites autrement? Excusez-moi. Et pour Cécile, je dirais donc, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le fait d'imposer la langue nationale sur vos antennes? Est-ce que vous le faites déjà ou vous y pensez à écrire une information en langue française et ensuite utiliser l'intelligence artificielle qui va nous permettre de traduire cette information-là dans plusieurs autres langues afin d'être diffusée pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de publics? Ce sont les deux questions que j'avais pour chacun d'entre vous. Je vous remercie. Sur Hit Radio, non, c'est pas le choix sur la musique. On diffuse les hits, quelle que soit la langue qui est utilisée. Dans un certain nombre de pays, on a des quotas locaux de musique locale. Non, c'est dans les capsules d'information, de sensibilisation. On va utiliser du sango en Centrafrique, on va utiliser des langues locales aussi dans des
des courts programmes, mais c'est beaucoup de français dans le réseau. Au Maroc, c'est un peu différent puisqu'on utilise plusieurs langues. Et, si tu me permets, je vais juste parler de l'IA parce que j'étais à une conférence il n'y a pas très longtemps et on m'a dit la question de la langue, c'est bientôt terminé. Les gens ont leur portable et on va traduire instantanément toutes les langues. Donc tous les contenus aujourd'hui, il n'y aura plus de barrières de compréhension. Tout le monde a son téléphone et pourra traduire en direct, dans la langue qu'il veut, n'importe quel contenu. On verra ce que ça donne. C'est une affirmation ou c'est un vœu pieux ou c'est... Ah, c'était une affirmation de quelqu'un qui vendait le logiciel. Absolument pas. Je ne citerai pas, c'est un homme politique français important. Oui. C'est clairement une question de temps. C'est la seule question qui est à se poser, c'est une question de temps. Alors, sur l'IA, je vais quand même répondre directement. Donc, l'IA, évidemment, est dans le paysage, et l'IA générative et l'IA, d'où l'outil que représente l'IA, l'assistant, en quelque sorte, que représente l'IA. Il y en a certains qui disent c'est comme si vous aviez un stagiaire. Excuse-moi, Cécile, mais on parle d'intelligence artificielle. Oui. Okay. Oui. Mais quand même, voilà. Il y a des possibilités augmentées grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est une utilisation qui doit être raisonnée et qui doit être en connaissance de cause et en connaissance de ce qu'est l'IA, et notamment l'IA générative. Aujourd'hui, il est pour nous, et nous avons une charte qui est écrite, qui est partagée par l'ensemble des équipes, et notamment pour la production, mais pas seulement, mais notamment pour la production d'informations, l'IA ne peut pas produire de l'information. C'est un système probabiliste. Donc l'information, c'est pas probabiliste. L'information, c'est vérifier, sourcer, recouper. C'est pas une probabilité. Donc l'IA ne produit pas d'information. Première chose. Seconde chose, effectivement, ça ouvre le champ des possibles dans la traduction, à condition que les modèles soient entraînés sur toutes les langues. Et en l'occurrence, il y a quand même une hégémonie de certaines langues sur les modèles entraînés à l'IA et à la production de contenu par l'IA. Le mandinkan, pour l'instant, ne fait pas partie des grandes langues utilisées pour produire des modèles de traduction en IA. Donc là, il faut être sûr de ce qu'on utilise. Aujourd'hui, à France Média Monde, l'état des lieux, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on veut apprivoiser, bien sûr, l'intelligence artificielle, l'utiliser dans les endroits où on peut libérer du temps pour une action à plus grande valeur ajoutée. Donc il y a en bureautique, en rédaction rapide de certains contenus, pas pour l'info, mais il y a toujours de l'humain à côté de cet assistant artificiel. C'est-à-dire qu'aucune information ne peut être produite par l'IA, aucun sous-titre. On utilise des logiciels de traduction, transcription, par exemple, une vidéo transcrite, mais on ne met pas directement la transcription à l'antenne ou sur quelque réseau social que ce soit. Il y a un cerveau humain, connaisseur de la langue en question, qui vérifie la transcription. C'est valable dans toutes les acceptions et dans toutes les utilisations d'IA aujourd'hui à France Média Monde, et c'est comme ça qu'on est en train de travailler, en formant les personnels, en formant les collaborateurs, quels qu'ils soient, et en apprivoisant l'animal pour pouvoir en tirer le meilleur. On ne croit pas aujourd'hui à la disparition de nos rédactions de langue au profit d'une intelligence artificielle qui traduirait à partir du français ou encore mieux à partir de l'anglais. Non. On n'y croit pas parce qu'il y a du contexte derrière et qu'une même information, elle ne peut pas être délivrée à un public qu'on sait à tel endroit d'Amérique latine comme on le fait à Conakry ou à Washington. Voilà. Il faut prendre en compte le contexte et tout ce qu'il faut mettre autour pour que ce soit intelligible. Donc on peut dire que à notre avis, a encore un bel avenir. Voilà, l'humain aura toujours le dernier mot. Roger, d'où l'importance du français comme langue médiatrice. C'est vital d'en avoir une, vous voyez, d'avoir cette passerelle qui permet d'aller et de revenir. Et donc tout ça, c'est une question d'entraînement et de travail. Et je pense que tous les services publics pensent la même chose, quoi. L'IA, c'est bien, mais pour moi, je considère que l'IH, l'intelligence humaine, ouais, celle-là a beaucoup plus d'importance. Et je m'étonne toujours que personne ne parle de cette technologie alors qu'elle est essentielle dans la représentation de connaissances. Un bon mélange entre de l'IH et de l'IA, je crois que ça nous fera avancer. Laissons America leur dream de Make America Great Again. Laissons-nous se développer et nous mourrons, c'est ça? Non. Regardons-les et
Soyons actifs. Il y a eu un beau débat ce matin sur l'intelligence artificielle. On va redonner la parole à la salle si vous avez des questions, puisqu'on nous a donné un petit quart d'heure de plus. Bonjour à tout le monde. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas clan de M. Lamine Guirassy, mais c'est mon compatriote. Je suis Diallo Métidiane. Je travaille pour l'hebdomadaire guinéen Le Populaire. Je viens d'arriver, je suis venu quand même en retard. Je pense que ma question sera prise en compte. J'aimerais savoir pourquoi autant de promotion des langues africaines. Est-ce que c'est pour dynamiser les relations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sud-nord? Voilà. En réalité, je peux me permettre de dire que déjà, on ne parle pas de promotion, on parle de coopération, sud-nord, nord-sud. Globalisation. Donc on ne se donne pas bonne conscience, on essaie de travailler ensemble. Mais si tu veux dire un mot, oui. Non, on parle de globalisation. On l'a dit tout à l'heure parce que je pense que c'est complémentaire aujourd'hui quand on voit un petit peu le rejet dont subit par exemple le français au Sahel, notamment le Niger, le Mali, le Burkina, entre autres. On s'est dit pourquoi ne pas s'intéresser à nos langues maternelles? D'où l'idée évidemment de partir avec des programmes en langue aujourd'hui. Je parlais en début du cas de la Guinée-Fée, une chaîne qu'on a lancée au mois d'avril 2024 en Guinée, dont on ne s'attendait pas du tout, évidemment, le succès que ça a donné à la fin. Même Canal, évidemment, a reconnu que on avait moins misé sur cette chaîne que les chaînes Poulagouï et Mandinka. Mandinka, il faut le rappeler, Cécile l'a dit tout à l'heure, c'est plus global parce que c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Grand Manding. Quand on prend Poulagouï aussi, 40 millions de locuteurs à peu près. Voilà, c'est quand même énorme. Quand on prend le Poulard aussi, le Poulagouï, c'est pareil. Donc Soussou, on se dit, mais non, on n'a pas vu venir cette chaîne-là. Et d'où l'importance aujourd'hui vraiment de véhiculer les informations en langue, peut-être aussi les magazines évidemment. Et je le disais tantôt au début que nous, Radio Espace par exemple, c'était 100% langue française. Et au niveau de la télé, il fallait rectifier un petit peu le tir. Donc, d'où on a eu l'idée de mettre les magazines en langue à l'antenne. Donc, pour nous, c'était important. Une manière de dire qu'on fait un focus ou l'intérêt sur les langues locales. Voilà. Juste pour ajouter une petite chose, le choix des langues qu'a fait France Médias Monde et RFI singulièrement, ce ne sont justement pas des langues locales parce que c'est pas notre mission. Notre mission de médias international, c'est les langues nationales. Voilà, et nous utilisons des langues pan-régionales. Nous pratiquons des langues pan-régionales, c'est-à-dire que c'est dans l'ensemble de la région, Swahili, Haoussa, Mandinka, Fulfulde, que on délivre l'information comme elle l'est sur une chaîne d'information internationale. Dernière chose. J'utilise cette phrase et c'est la PDG de France Médias Monde qui l'utilise souvent. Marie-Christine Saragosse. Marie-Christine Saragosse qui était ici hier pour recevoir un trophée. Le Mandela disait que quand on parle à quelqu'un une langue qu'il connaît, on parle à son cerveau, et quand on parle sa langue maternelle, on parle à son cœur. Et je pense en voulant être en proximité avec nos auditoires, jeunes, femmes ou autres, il faut parler la langue du cœur aussi, et pas seulement une langue comprise, une langue connue et une langue maternelle, ça a un vrai sens. Juste préciser, s'agissant de l'intervention de monsieur, c'est que je pense que les temps ont un peu quand même évolué. Moi, je ne vous cache pas que quand je vais en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et qu'au lieu de parler de la radio RFI, on dit la RFI sur un ton hyper familial, ça me fait chaud au cœur. Mais j'aimerais qu'on puisse dire aussi l'espace FM ou Lit Radio dans la région parisienne de la même façon. Et ça, c'est un travail commun. Et de ce point de vue, je pense que les radios comme RFI... Je pense que c'est en train de changer un petit peu. Parce que moi, quand précisément, c'est ce que je dis, oui. Voilà, quand je prends par exemple nos télés, nous on a fait la demande à l'époque en 2013 pour intégrer, évidemment, je vais dire, les bouquets ici en France. C'est seulement en 2024, le hasard des choses, en Guinée, on nous interdit, on nous retire nos licences. Et bizarrement, en France, on se retrouve sur Free, toutes nos 3 chaînes, Espace, TV, La Guinée-Fée et Calac TV. Et en même temps, le 2 février, là, on va être aussi sur Orange. Donc c'est pour dire vraiment qu'il y a un changement.
quelque part, parce qu'il y a une demande aussi. Hein. Au début, on ne faisait pas attention à tout ça. Peut-être avec l'arrivée de IPTV, eh ben, ça fait toute la différence. Donc peut-être ça facilite un petit peu l'accès de ces chaînes africaines, pas intégrer forcément le bouquet africain, mais intégrer directement ces bouquets parce que c'est important. Il y avait une forte demande, mais à chaque fois, comme un petit truc qui bloquait. Quoi? Donc, j'en sais rien du tout, mais comme par magie, nous, on nous bloque, on nous retire nos fréquences en Guinée au mois de mai, ça me fait rire. Et au mois d'avril, au mois de juin, on intègre Free, le plus grand opérateur ici, et puis Orange va suivre là au mois de février. Donc pour dire que on ne peut pas bloquer aujourd'hui les médias, c'est pas possible. Je sens un petit peu ce côté à toujours étouffer, à se dire ouais mais en Guinée, ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est juste incroyable. Et je le disais à chaque fois qu'il y a une incompréhension sur toute la ligne avec les autorités. Parce que ce qu'on nous dit et ce que j'entends tout le temps, je me dis, mais c'est deux mondes complètement différents. Donc, c'est assez compliqué. Et j'imagine que RFI aussi subit la même chose du côté du Niger, du côté du Burkina Faso. Oui, alors là, on est coupé. Voilà, les 18 FM, Niger, Mali, Burkina sont coupés. Plus les radios partenaires, on a un très important réseau de radios partenaires, radios communautaires qui reprenaient nos signaux et qui, de fait, ne peuvent plus le reprendre. Et c'est bien normal, hein, il en va de leur sécurité. Bon, après, il y a des moyens de contournement, bien évidemment. Et les auditeurs et auditrices ne s'en privent pas. Les réseaux sociaux, nos sites propriétaires sont coupés, mais les réseaux sociaux fonctionnent, YouTube fonctionne, et on a dans notre émission interactive du matin, Appel sur l'actualité, des auditeurs et des auditrices qui appellent du Mali, du Niger et du Burkina Faso toutes les semaines. Donc ils continuent à nous écouter, mais il n'empêche qu'un mouvement de censure comme celui-là, que ce soit les médias, les nôtres ou les vôtres, la mine, sont évidemment, c'est de la censure, c'est pas autre chose. Bien, merci beaucoup. On va prendre une dernière question. J'aimerais juste vous préciser qu'il est toujours utile d'aller non seulement sur la TNT, mais aussi sur l'Internet pour écouter Espace FM ou Hit Radio ici. Je vous assure, ça fait du bien, c'est une bouffée de chaleur. Et il y a beaucoup d'autres radios qu'on peut écouter sur ces types de plateformes. On prend une dernière question, brièvement. Bonjour à tous, je suis Sidibé de Maféré, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis coordinateur du programme Radio Santé Côte d'Ivoire. Je voudrais d'ailleurs remercier RFI pour avoir appuyé les radios ivoiriennes dans le cadre du projet Radio Dialogue pour la paix. C'est une grande réussite et ça a permis à renforcer les capacités. Ma question s'adresse à Lamine. Félicitations pour ce que vous faites depuis la Guinée, c'est bien suivi en Côte d'Ivoire. Merci. Voici, je voudrais savoir comment est-ce que vous voyez, parce que on voit en Côte d'Ivoire par exemple, avec une initiative canadienne qui s'appelle Radio Rurale Internationale, qui à partir des ressources permet aux producteurs des radios de produire des émissions, des magazines sur l'éducation citoyenne, sur la santé, sur le développement, sur le changement climatique en différentes langues. Quand est-ce qu'on aura sur la Guinée fait, par exemple, des émissions, des magazines qui s'intéressent au développement citoyen et qui s'intéressent au monde rural? Merci. Ouais, voilà. J'ai compris. Merci beaucoup. Nous, Espace en Guinée, on l'a lancé en 2007. Tout de suite, on a compris que la radio, ce n'est pas seulement la capitale. Donc, d'où le développement de la radio à l'intérieur du pays. On a commencé par l'AB. L'AB, on est allé à Bokeh. Entre autres, pour nous, c'était important. À l'époque, je me souviens comme si c'était hier. On me dit, mais quel impact, ou peut-être, qu'est-ce que ça va t'apporter? Je dis, mais quand on fait de la radio, ce n'est pas le profit qu'on cherche tout de suite, mais l'impact qu'on peut avoir au niveau de la population. Parce qu'il faut le rappeler, ces régions-là, c'était beaucoup plus la radio rurale. Et la radio rurale, pardon, c'était de 20h à 22h. C'est-à-dire, le public cible, c'était un petit peu ces cultivateurs qui pouvaient écouter la radio de 20h à 22h. Et nous, on vient, on émet 24h sur 24. Tout de suite, l'impact est là. Maintenant, comment faire pour avoir des ressources dans ce sens-là? Évidemment qu'il y a des annonceurs qui peuvent s'intéresser à cette population locale, parce que quand on parle de Guinée, c'est pas seulement Conakry, mais c'est aussi l'intérieur du pays. Et d'où l'idée de développer la radio, entre autres, dans d'autres régions de la Guinée. Et pour nous, Espace, c'était vraiment un début où on pouvait peut-être cibler chaque auditoire.
les jeunes, à un moment donné, se disaient, mais on nous a délaissés, on n'a plus notre droit sur espace. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas lancer Suite FM Guinée, qui émet seulement à Conakry. Et puis, un moment, je le rappelais à l'entame, que ces femmes au marché se disaient aussi oubliées. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme ici à MFM, nous en Guinée, on s'est dit, mais pourquoi pas Kallack Radio, 100% valoriser la musique guinéenne. C'était ça l'idée, évidemment. Et aujourd'hui, si vous suivez évidemment nos chaînes du côté de la Côte d'Ivoire, pas que ça, hein. Le Mali, par exemple, on a des téléspectateurs qui viennent du Mali à chaque fois nous féliciter par rapport à ce que nous faisons dans ce sens-là. Et sur Kallack, à la télévision, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas faire cette ouverture mandingue, d'où les artistes maliens que nous retrouvons souvent à l'antenne. À la base, on s'est dit une chaîne guinéenne. Mais aujourd'hui, elle est en train de devenir, même si je n'aime pas trop ce mot, panafricaine. Et c'est ça l'idée, en fait. Et comment faire aujourd'hui? Évidemment, c'est le ministère de l'administration du territoire, peut-être, d'avoir des idées pour dire, OK, ces radios-là contribuent à informer, à éduquer ces populations à la base. Pourquoi ne pas penser à avoir des programmes comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Guinée avec le recensement de la population, avoir des idées à dire si et si et si. Voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour. Petit à petit, on a réussi à faire des choses et c'est ce que nous avons fait avec Adafo Média en Guinée. Bien, je vous remercie 1000 fois. Écoutez Espace FM, écoutez RFI et Radio Monte Carlo Doualia, écoutez Hit Radio aussi du Maroc. Et je tiens à ce qu'on remercie nos 4 panélistes. On a un superbe panel. Je veux aussi qu'on associe vos remerciements à Nicolas Moulard qui a organisé ce panel, qui fait un travail extraordinaire depuis des années, dans l'ombre toujours, et un grand monsieur qui compte beaucoup pour la radio et pas seulement en France. C'est le fondateur du Salon de la radio qui est devenu le Paris Radio Show. C'est mon ami Philippe Chapeau. Je vous demande vraiment de les associer tous les deux à vos applaudissements. Je vous remercie.